Là, il me sombre. C'était là, il me sombre. Aïe, 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 aïe. Mais c'était vraiment drôle. En tout cas, c'était vraiment drôle, Oui, hein. oui, oui. Mais en tout cas, apparemment, ça n'a pas fait rire certains. Ils n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas Oui, apprécié. clairement, clairement, clairement. Mais c'est pas Alors que grave, nous, on n'a pas ah tous le oui, même fonctionnement. je tiens à ajouter quelque chose quand même, parce il faut le souligner, Régulus, il faut être honnête. Il y a quelque chose qu'on n'a Mhm. pas souligné. Parce qu'au-delà de la critique et tout, on est là pour la darka. On est là pour passer un bon moment et rigoler. Oui. On rigole bien. Et ça, mec, c'est pas dans tous les lives, je pense. Ah non, dans des lives, hein, on va dire, on est serré. On est, comme on dit chez nous, en Algérie, on a le visage mzayar, un visage serré, Ah, ça, c'est bien une bonne serré. expression, mec. C'est ça, c'est une tu vois, les Darja, mec, ils ont des bonnes expressions, tu vois? Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ça le problème. Et le problème aussi, c'est que le rire, déjà permet de vivre plus longtemps, n'est-ce pas? Prouvé par différentes études scientifiques, permet de rallonger le temps de vie. Et permet aussi, jusqu'à une certaine mesure, de, désacraliser aussi les textes. Parce que je suis désolé, quand tu lis un verset absurde, quand tu le lis sérieusement, tu lui donnes justement, tu renforces sa sacralité. Mais quand tu commences à t'en foutre dans sa Oui, gueule, oui. c'est là où tu commences à lui donner sa réelle, signification, qui est un texte humain qui peut prêter, hein, à rire, tout simplement. Moi, je suis quand je lis sur Battlefield, je rigole. Quand je lis sur Battlefield, je Oui, rigole, oui, ce n'est oui. pas une soirée qu'on peut prendre au sérieux. D'ailleurs, nous, on est un peu tu sais, la contrebalance, hein? Lorsque tu vas au tarawih, tu pleures et lorsque tu viens dans nos lives, tu rigoles, hein? Même Coran, 2 ambiances. Bizarre, mec. Exactement, tout à fait. Donc, je parle, tout à l'heure, il y a eu un pic, là, il y a eu un petit drop de spectateurs, c'est pas grave. En tout cas, nous, on tenait vraiment à dire ce qu'on avait à dire, puisque on pense aussi à la rediff. Et on continue avec la méthode RR. Et merci à Touda d'être passé sur le live. T'es toujours la bienvenue. Et Service AT, ça fait très plaisir de te voir aussi dans le chat. Donc franchement, nous, quand on sait qu'on est bien accompagné, puisque qu'est-ce que dit le proverbe français, Brian? Le proverbe français dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Donc à la rigueur, nous, on aurait pu être seul. On fait cavalier seul. On fait un duo. Comme dans l'intro. Gus et Ewen, Genjutsu Rinnegan, et on avance. Mais, heureusement pour nous, hein, grâce à, je sais pas, Hamza, on a eu de bons compagnons de route. Voilà, compagnons, donc féminin et masculin, bien sûr. Et j'espère qu'on en aura d'autres encore plus, encore plus calés que nous d'ailleurs, voilà, et qui nous apporteront plus à la critique de l'islam. Voilà. Bon, on a eu aussi des gens avec qui on s'entendait pas, mais ça fait partie de la vie. Car dans la vie, il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Voilà, on continue. Donc la méthode RRR que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc je réintroduis, parce que peut-être qu'on en fera une capsule. Donc la méthode RRR, donc 3 R, donc Régulus, Ruyen, Rassoul ou Rassoul, Ruyen, Régulus, il n'y a pas d'ordre. Donc est une approche, voilà, de critique de l'islam d'un point de vue civilisationnel. Voilà. On va y arriver. D'abord, on va parler, et nous, on a fait ce qu'on appelle une échelle de la critique de l'islam stratifiée, qui n'est pas forcément hiérarchisée, mais en prenant des critères très spécifiques en compte. Une sorte D'accord. d'algorithme de classification, hein. Voilà, exactement. Le niveau 1, donc comme on l'a expliqué tantôt, euh, voilà, aborde vraiment le Coran en tant que sujet particulier. Pourquoi? Parce que le Coran peut se critiquer tout seul, c'est vrai. Si on n'est pas dans une démarche de critiquer une branche ou un courant très spécial, on peut critiquer le livre au sein des musulmans de manière totalement décontextualisée. On prend ni les causes de révélation, on prend ni de la jurisprudence autour, on prend juste le Coran tout seul. Voilà, tout seul. Voilà. Et on le lit en tant que tel. Ça, c'est le premier niveau de la critique. Voilà. Donc, comme on l'a dit, grâce à Oukasha, Majid Oukasha, qu'on salue, qui a fait l'ouverture, donc le fath, n'est-ce pas, de la critique, même blasphématoire envers l'islam, parce qu'il ne mâche pas ses mots. Et donc, du coup, pour nous, le niveau 1, c'est le niveau que beaucoup d'islamo-critiques ont adopté ces dernières années. 30, 20%, moi j'ai donné un chiffre approximatif qui peut être revu et coranistes, parce qu'en fait, c'est simple. Les coranistes, eux,
ont la même approche au final que Majid Boukasha, qui consiste à prendre le Coran et mais eux, ils le font justement dans une dimension qui est confessionnelle, puisqu'eux, ils interprètent le Coran de manière à garder la foi, alors que Boukasha interprète le Coran de manière à justement ne pas garder la foi. Il te dit, voilà ce qui cloche, voilà ce qui cloche, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas. Donc, voilà, ces dernières années, ces 20, 10 dernières années, beaucoup d'islamo-critiques ont focalisé, se sont concentrés sur le Coran uniquement. Ce que je trouve bien, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin pour optimiser et augmenter la portée de notre critique. Donc, le niveau 2 et le niveau 3, c'est la lecture et l'analyse du Coran avec les tafsirs. Là, je parle vraiment du milieu francophone. Comprenez-moi bien que la méthode RRR, elle parle aux francophones. Elle va parler aux Belges, elle va parler aux Suisses, elle va parler aux Français, par exemple. Maintenant, d'un point de vue mondial, il faudrait collaborer Oui, avec les autres pour essayer d'optimiser le RR et l'améliorer d'un point de vue international. Mais vas-y, on a même vu des gens qui nous saluaient de pays d'Afrique. c'est vrai. Parce que D'ailleurs, on les francophone, salue. mec. Et On on les les salue. salue. Les francophones d'Afrique et de partout dans le monde, d'ailleurs. Gros cœur sur vous, les gars. Et donc, du niveau 2, donc lire le Coran, voilà, les tafassirs, Ibn Kathir, Tabari, et lire quelques hadiths. En général, ce qui est le plus accessible par les francophones, c'est quoi? C'est Muslim, c'est Bukhari pour les hadiths. Pour les exégèses, c'est Tabari, Ibn Kathir, la rigueur, Jalalain peut-être, en français. Et le Coran, bien sûr. Le Coran, bien sûr, Warsh, n'est-ce pas? Donc, sur un sujet ou même Hafsa, en vrai, en France, les deux se vendent. Voilà, ça dépend de chez qui tu parles. Mais bon, pour ceux qui connaissent la polémique sur les différentes récitations, je vous invite à aller voir les lives sur les différents manuscrits du Coran. Donc, une grande partie des islamo-critiques francophones sont dans cette approche. Voilà. Après, il y a le niveau dit 2,5. Le niveau 2,5, c'est la même chose, en rajoutant quelques avis juridiques en plus, n'est-ce pas? Plus une approche dite maïotique. Voilà, ce que certains appelleraient l'entretien épistémique. C'est comme dans l'aïkido, on utilise les propos de l'adversaire pour lui montrer ses contradictions et retourner ça contre lui. Voilà. C'est bien, comme ça dépend pas comment l'utiliser, sur qui, dans quel contexte. C'est pour ça qu'on l'a mis au niveau 2,5, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, on commence à aller plus loin. Le niveau 3. Le niveau 3, qui pour moi est un peu plus abouti que le niveau précédent, c'est la lecture du Coran, bien sûr, logique, avec au moins 8 tafassirs, 7, vraiment un nombre conséquent de tafassirs sur un sujet en particulier notamment, avec beaucoup de hadiths, les explications, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais les hadiths, donc les hadiths nabawi, donc les hadiths prophétiques, les narrations prophétiques, ce sont donc, je le rappelle pour ceux qui connaissent vraiment rien, parce que je fais souvent, enfin, je fais pas assez de rappels justement, donc j'ai souvent des rappels en arabe en reprenant les concepts en arabe que je traduis pas assez, donc je vais faire l'effort de traduire. Donc les hadiths, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des narrations qu'on rapporterait du prophète de l'islam, qui sont authentifiées en plusieurs degrés d'authentification, comme sahih, donc c'est le plus authentique, hasan, donc en gros bon, voilà, considéré comme bon, acceptable. Et ensuite il y a da'if, et donc faible, voilà, d'un point de vue de l'authenticité. Et après il y a des nuances, c'est des sous-nuances. Ensuite, la sira, c'est quoi? La sira, c'est la biographie du prophète. Voilà. Donc, on peut clairement dire à partir de ce moment-là que le niveau 3 est quand même d'une certaine efficacité, voilà, relative, on va dire, mais qu'on considère vraiment pas comme assez pertinente pour détruire le système islamique, voilà, conventionnel. Voilà, il peut faire apostasier largement beaucoup de musulmans, il y a pas de souci, pour ceux qui auraient pour but d'apostasier l'islam, mais il n'est pas suffisamment abouti, parce qu'il ne rentre pas notamment dans les sujets de aqida. Et la aqida, c'est fondamental, n'est-ce pas, Ruhen, pour comprendre l'approche civilisationnelle de l'islam. Parce que c'est en fonction de la aqida Oui, qu'on en est oui, là. oui, C'est à cause de cette de oui, aqida oui. qu'on en est là. La aqida, c'est quoi? C'est la doctrine dogmatique. Et d'ailleurs, mec, Vas-y, vas-y. lorsque on a, même d'ailleurs, même maintenant, hein, lorsqu'il y a des conflits, lorsque les mecs sont un peu trop sanguins, un peu trop fous, hein, on Mhm. les accuse souvent de khawarij, mec. Alors que Tout à déjà, fait. mec, déjà les gens qui disent ça,
Déjà, moi, quelqu'un qui dit ça se voit qu'il a rien compris à l'islam, mec. Il n'a rien compris à l'islam. Parce que ces gens-là, hein, même si tu me dis c'est des khawarij, hein, déjà de un, ils ne se revendiquent pas comme tels. Déjà, c'est de la folie, mec. Déjà, c'est de la folie à l'OPAC. Non, Bon, mais après, peut-être qu'il y en a qui se revendiquent, hein. En tout cas, ouais, si après, ils nous disent, mais c'est pas parce qu'ils se revendiquent pas qu'ils ne sont pas, alors là, on rentre dans des problèmes, mec. Parce que mais si vous dites que eux, ils sont khawarij alors qu'ils ne le disent pas, que dire de vous, hein, avec votre aqida bizarre et votre fiqh bizarre, des enfin, minorités et compagnie, mec. en fait, c'est très simple. D'ailleurs, il y a Vivi que je salue. Je sais pas si tu es là, Vivi. En tout cas, si tu regardes là, je te passe le salut. Et Vivi, qui, lui, il a étudié le sujet des Khawarij. Et effectivement, il a fait remarquer quelque chose de très élémentaire, mais qu'on n'a pas, parce que nous, on s'est pas intéressé profondément aux Khawarij, bien que on a quand même, par rapport à d'autres, beaucoup de connaissances sur eux, les Azraqi, les Ibadi, etc. Mais on pourrait encore plus approfondir le sujet. Mais il a relevé un élément important auquel on n'avait peut-être pas fait gaffe, mais qui, mais une fois dit, est très pertinent. C'est que les Khawarij, pour ceux qui ne savent pas, oui, désolé, c'est vrai que j'avais promis d'expliquer les termes. Les Khawarij viennent du terme, enfin du verbe kharaja, qui veut dire sortir ou se séparer, s'en aller, sortir, voilà, partir. C'est plus partir, ici pour le coup. Et en vrai, c'est un mouvement, en tout cas religieux politique, qui est purement contextuel, qui a vraiment émergé suite à une bataille entre deux factions islamiques, celle de Ali, celle de Muawiyah. Si on veut, on peut dire les proto-chiites et les proto-sunnites, qui se sont affrontés et qui ont donc décidé de faire une trêve. Et suite à la trêve, des musulmans du clan des protochites, donc du clan de Ali, qui était justement le gendre du prophète, n'est-ce pas? Qui s'est marié avec sa fille, Fatima. En tout cas, ont décidé de se séparer de lui, dans le sens où ils sont désavoués de lui. Voilà, ils l'ont considéré comme quasiment mécréant, voilà, parce mécréant tout court même, parce qu'il n'a pas suivi l'ordre d'Allah, qui est de combattre le rebelle, qui était Muawiyah, donc le proto-sunnite, et son armée, et du coup, qui, avec les Khawarij, ont formé les trois courants les plus importants de la civilisation islamique. Voilà, c'est ça les Khawarij. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que, pour revenir sur, ce que je disais, Vivi a relevé un point important, Ryan. Écoute bien. C'est quoi le point important qu'a relevé Vivi? C'est que les Khawarij détestent les compagnons du prophète. Bah, logique, oui, c'est un peu comme les chiites. Parce que de base, il faut que les Khawarij étaient chiites. Donc, ils détestent les compagnons du prophète. Ils détestent Aïcha. Ils vont détester Uthman. Ils vont détester Omar. Bah, c'est logique, en fait, parce qu'ils étaient des proto-chiites à la base des Khawarij. Donc, est-ce que tu verras un mec de Daesh insulter un compagnon du prophète? Est-ce que tu verras un mec de Al-Qaïda insulter un compagnon du prophète? Ah, Jamais. Et c'est là le point principal. Bah et oui. c'est ça le problème, parce que les gens, en fait, comme ils sont dans la simplicité de la critique, ils comprennent même pas, parce que lorsque, par exemple, prenons par exemple un taré comme Saïd Qutb, ben, ce mec-là, il a insulté des compagnons, il a insulté des prophètes, mec. Déjà, juste ça lui vaut, mec, des positions, on va lui dire que c'est incompatible, parce que c'est logique, en fait. Lorsque tu dis une chose, parce qu'en islam, on déteste l'hypocrisie, mec. Donc si tu affirmes une chose, tu dis je suis ça, mais que tu profères d'autres paroles, mec, on va te dire c'est incompatible, mec. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Tu es en train de cacher, hein, tes intentions, Yarbak. Tu es dans la filouterie. Et les gens, ils n'aiment pas ça, mec. Donc c'est pour ça que ça, ce sont des marqueurs qui sont importants pour le coup. Qui sont très Exactement. importants. Au-delà de la barbe et tous ces marqueurs extérieurs, il y a des marqueurs de la parole. C'est comme ça me rappelle une histoire que j'avais lue, ou je sais pas, peut-être c'est Noah Manoir qui l'avait rappelé. Hein, ils allaient libérer un mec qui était radicalisé, sauf que le mec, ce con, juste avant de sortir, il a chanté Rouraba. Sauf qu'il y avait quelqu'un qui connaissait la musique. Ah, j'en ai marre, c'est trop, mec, Mozart, c'est Mais trop, ça c'est trop. prouve une chose en fait, ça prouve que les mecs ils ont tellement la confiance, ils se disent que les mecs sont tellement stupides, mec, qu'ils n'ont tellement pas le niveau. Le mec il a eu un excès de confiance, sauf que ça s'est retourné contre Contre lui. lui.
Aïe, aïe, c'est ça. Les gars, n'ayez jamais un excès de confiance. On le vous dit à tous et à nous-mêmes en premier d'ailleurs, car franchement, l'orgueil et la vanité font partie des pires défauts qui peuvent porter préjudice à l'être humain. Voilà. C'est ça que nous, Ruyen et moi, on est dans la démarche des 4 valeurs cardinales. Je sais pas si vous les connaissez, les 4 valeurs cardinales. Voilà, j'essaie de voir si vous les connaissez ou pas. Attends, je vais voir dans les commentaires. Attends. Alors, est-ce que vous connaissez les 4 valeurs cardinales? Bon, ça va prendre du temps, je vais les dire. Je suis désolé, j'ai pas le temps d'attendre la réponse. Ah, voilà, c'est bon, ça commence, voilà. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, les 3 valeurs cardinales, c'est quoi? C'est la prudence, c'est la tempérance, c'est la force d'âme ou le courage et la justice. Voilà. Nous, on est plus dans cette approche-là. Après, je sais que dans le christianisme, il y a eu d'autres valeurs, qui ont été rajoutées. Mais, de base, on va dire que chez les Grecs, notamment chez les stoïciens, par exemple, il y avait cette idée de 4 valeurs cardinales ou les 4 vertus, voilà, qui ont été, et voilà, abordées notamment dans les textes de Platon, voilà. Donc prudence, justice, f courage, et tempérance. Voilà, on essaie au maximum d'être dans cette démarche. Après, nous sommes des êtres humains, on n'est pas parfait, donc n'en voulez pas à l'humain, en voulez à Allah de nous avoir créés comme ça. Voilà, c'est pas notre faute, Exactement, on a été créés comme ça. exactement. Allah a créé l'humain faible, c'est dans le Coran, voilà, c'est dans le livre. Ah, Donc le niveau 4, c'est, aborder des ouvrages de fer et là, on commence vraiment à toucher, là, on dépasse l'épicarpe, n'est-ce pas? Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais schématiser. Chami a dit, bah, fais un schéma avec les feuilles et les branches. Moi, je considère qu'on peut faire ah un oui, schéma très excellent, similaire avec la, voilà, avec la somme. excellent, Je vais la montrer juste après. excellent, Juste après. excellent, excellent. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, voilà, je vais juste mettre ça De donc, côté, voilà, de côté, on continue et je vais vous montrer après ce que je voulais dire. Alors, niveau 4, donc lire un ouvrage de fer, donc ouvrage sur la aqida également, n'est-ce pas? Donc, les ouvrages de fer, ça peut être des 4 écoles, notamment, ou même des ouvrages de fer écrits par des salafistes qui, eux, se prétendent d'un minhaj, donc d'une voie à part, qui ne font pas partie des 4 écoles, mais qui les prennent en compte dans le champ de l'élaboration de la jurisprudence, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement en même temps. Sur un ou une ouvrage de aqida. L'ouvrage de aqida, c'est par rapport au dogme. Donc les Hanabila, donc en les Atharis, donc les littéralistes traditionalistes ont leur dogme. Les Mu'tazilites, par exemple, les rationalistes ont leur dogme. Ce que moi j'appellerais les Mu'tazilites, les hyper-rationalistes. Parce qu'après, tu as les Ash'arites et les Maturidites qui se présentent aussi rationalistes. Voilà. Donc, une fois que tu rentres dans ce monde-là, tu commences à beaucoup mieux comprendre ce qu'est l'islam et la nature de l'islam. Voilà. D'ailleurs, Ruyen et moi, on a parlé un jour, je pense qu'on va le refaire, de la théorie économique en islam, mec. Une théorie économique basée sur la volonté d'Allah. Donc, le prix, mec, des fruits et des légumes fluctue en fonction de la volonté d'Allah. Une théorie oui, oui, économique, merdico, merdico, tu ne peux pas faire La- d'économie la- avec ça. L'inflation qui dépend des péchés, ya Rabbak, qui dépend des péchés. Essaye être. Est-ce que tu t'imagines? Est-ce que vous comprenez, les frères, nous sommes dans une période inflationniste parce qu'il y a beaucoup de péchés. Il faut faire le dhikr, il faut faire la tauba, il faut faire, il faut demander pardon à Allah parce qu'il y a beaucoup de façades. C'est ça le problème, mec. Beaucoup de turpitude. Hein? Ah, j'en ai marre. Oui, oui. Écoutez le discours des islamistes en Europe, c'est ce qu'ils nous disent. Hein? Et paraît-il que ce sont ces problèmes-là, hein, qui causent l'inflation, mec. Oui, Putain de effectivement. merde. Effectivement, effectivement. Putain de merde. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, oui, oui, c'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, ils te disent que les catastrophes naturelles sont dues, pour certains, hein, Oui, oui. au péché, Même le Covid, même le hein. Covid. Putain. Moi, je me souviens de l'imam qui a dit qu'au Maroc, hein, s'il y a eu le tremblement de terre, même en Turquie, Oui, oui, voilà, oui, c'était par oui, rapport au péché. Ils y sont tous rentrés oui. dedans. Mais avait-il tort d'un point de vue islamique à discuter, à débattre? Ah, Voilà, sombre, à mec. débattre. Sombre, sombre, C'est ça sombre. le problème. C'est ça le C'est ça problème. le problème, mec.
Donc on continue et une connaissance élevée du hadith parce que le hadith il suffit pas juste de dire: «Oui, hadith sahih». Il faut comprendre profondément ce que c'est que le hadith. Il faut comprendre ce que c'est que la science des il faut comprendre ce que c'est que le matn, il faut comprendre ce que c'est que l'isnad, il faut comprendre ce que c'est que le hadith mu'allaq, le hadith, qui est marfou' et maqtou'. Il faut comprendre toutes ces nuances liées au hadith. La science du hadith est très, très, très large. D'ailleurs, imaginez, la science du hadith, déjà, en elle-même, elle est complexe et large. Il faut bien poser sa tête dessus. Et en plus, les savants de l'islam eux-mêmes te disent que le hadith tout seul, ça sert à rien. Donc imaginez, déjà le hadith tout seul, il sert à rien, mais il est complexe. Imaginez le reste. Donc vous comprenez bien que on ne peut pas se contenter juste de connaître quelques hadiths sahih pour pouvoir s'attaquer à ce système que je considère comme une forteresse et ou que je considère d'ailleurs que d'un point de vue naturaliste, qui est vraiment construit comme un fruit, par exemple. Et d'ailleurs, on va vous montrer après l'image que j'ai en tête. Donc, la méthode élite, ce que je considère vraiment comme la méthode élite personnellement, c'est la méthode de Weber, voilà. Donc, Koufrafem, et la méthode de Yanis, méthode élite. Pour moi, ils ont vraiment tout compris à comment entamer une véritable critique de l'islam d'un point pour attaquer le système islamique dans toute sa profondeur, voilà, et atteindre les racines. Le niveau 5, voilà, donc ce que j'appelle la méthode RRR, voilà, que d'ailleurs dans laquelle Yanis et Koufra FM sont en train d'adopter, hein, c'est la lecture donc d'ouvrages de fiqh de Aqidah sur un sujet en particulier et la relier d'ailleurs à la lecture du Coran et la compréhension du Coran par une approche historico-critique des islamologues contemporains. C'est d'ailleurs la touche qu'a permis d'apporter Rassoul, une analyse géopolitique contemporaine, parce qu'il faut comprendre l'islam dans sa dimension historique, mais aussi géopolitique, hein, comme ce qui se passe maintenant au Bangladesh, comme ce qui se passe en UK, comme ce qui peut se passer aux Maldives, comme ce qui peut se passer en Birmanie, comme ce qui peut se passer en Afrique du Nord, comme ce qui peut se passer en général en Occident. Voilà. Il faut comprendre les dynamiques géopolitiques associées à l'islam, notamment comme dans la dernière Coupe du Monde, on a abordé la problématique avec le Qatar. Bon, donc associé donc à une connaissance académique de la psychologie, de la sociologie des communautés musulmanes, on a beaucoup parlé de l'islam dans la manière dont ce dogme, dans cette religion façonne la psyché des individus et façonne la sociologie des masses, des foules. Notamment, on a lu les articles par rapport au Ramadan. Voilà, le Ramadan, mec, pendant la décennie noire en Algérie, les gens, quand le Ramadan commençait, ils étaient en angoisse, parce que c'est à ce moment-là que le djihad s'intensifiait. Parce que, mec, t'imagines, t'as une population qui fait le Ramadan et t'as les djihadistes qui font pas le Ramadan, justement parce qu'ils ont l'excuse du djihad, mec. Donc t'as des gens qui sont entraînés, qui Mais, mais bouffent, justement, qui mais vont justement, déglinguer des gens qui sont pas entraînés, qui bouffent pas, tu vois, c'est ça la justement, mec, politique. les gens n'ont pas compris le scénario, mec. Ils n'ont pas compris pourquoi. En Algérie, les mecs, ils étaient en angoisse. Je dis, comment? Oh, comment? C'est le Ramadan, comme dirait euh, Souhaib Benchir. Pourquoi la religion de ma mère, de ma grand-mère, hein, s'est transformée en une machine de terrorisme, mec? Comment est-ce possible? Ah, voilà, pas dit dans ces termes, mais tu connais en paraphrase. Oui, bien sûr. Mais Oui. toujours est-il que nous, on a lu une fatwa sombre, mec, hein, qui justifie le fait de ne pas jeûner si c'est dans le cadre du djihad, mec. Le djihad te dispense du jeûne, mec. C'est ça qui est incroyable, mec. Comment quelque chose qui n'est pas dans les piliers de l'islam peut annuler un pilier de l'islam. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Et ça, mec, je n'ai jamais vu des gens se On poser la parle. question ou Oui, en oui, parler. Hein. c'est vrai, c'est Et c'est vrai. ça le problème, mec. Ça le problème, c'est que le niveau est low. Et nous, on essaie de le monter. On essaie de le monter, de sortir des Mmh. fatwas sombres, mec, pour essayer de D'où comprendre pourquoi il y avait des gens qui exact. étaient en angoisse, mec, à un moment D'où précis de l'histoire en Algérie, mec, d'où pendant l'approche la voilà, pendant les décennie séminaires. Ouais. noire. Ah, sombre, mec. Voilà, et toutes les fatwas par rapport aux dhimmi pendant la période de l'Andalousie musulmane et cetera. Le but, c'est vraiment de Et comprendre et même, même, d'articuler toute même, cette. on avait vu aussi la divergence, mec, lors de la décennie noire, lorsqu'ils se sont attaqués aux Ah moines. oui, Hein, oui, oui, pourquoi oui. le chef
Du GIA, c'est ça? Du Mmh. GIA ou de je ne sais quelle branche armée, hein? Non, c'était pas du GIA, c'était peut-être, du FIS ou je sais pas mec, en tout cas un Non, non, taré c'est le mec. GIA, c'était le GIA, c'était le GIA. Ouais. Le groupe Le gars islamique armé. le mec te dit quoi? Il te dit: «J'avais l'information que des groupes djihadistes voulaient s'attaquer à ces moines-là». Mais il te dit: «Je n'ai pas prévenu les moines». Ah, qu'ils allaient se faire attaquer mec. Et pourquoi? Et la question c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas expliqué pourquoi, mais nous, on est allé chercher déterrer. On a déterré les textes pour essayer de comprendre comment ça se fait, hein, que ce mec-là, alors que lui, il n'est pas spécialement pour, hein, sachez-le, hein, il n'était pas spécialement pour ce massacre. Et pourquoi il n'a pas agi? Donc d'une certaine manière, pourquoi il a validé? Parce que lui, ce gars-là, ce taré mec, hein, il était dans une optique de la divergence, elle existe. Il y a une divergence sur est-ce qu'on s'attaque aux moines ou pas, qui combattent ou pas. Est-ce que ensuite les mecs, hein, on va déplacer les têtes? Et bien sûr, eux, ils ont déplacé les têtes, hein. Ils ont choqué le monde entier, mec. Une scène d'horreur. Horreur, horrible, horrible, mec. Qui te laisse dans un état de sidération, mec. Les connexions de tes neurones ne se font plus, mec. Tellement c'est de la barbarie. Exactement. Parce qu'à un moment donné, mec, on a vu un reportage avec les autres, et je pense que toi aussi tu l'as vu. Il y a des gens, donc, de certaines factions du GIA qui ont débarqué dans des villages, qui ont tué, mec, des centaines de personnes et qui ont mis des bébés dans les fours. Ah, en quoi, mec, ça va aider le djihad de mettre des bébés dans des fours? Et il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais c'est pas islamique». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, mec, c'est que mettre des bébés dans des fours, ça fait partie de l'irhab, mec, du terrorisme, justement, qui est coranique. Il faut leur faire peur. Il faut faire peur aux mécréants. Il faut, mec, leur faire sentir que Allah a la domination, que les soldats d'Allah sont en train de dominer. Et d'où le fait de mettre les bébés dans des fours. C'est ça la mentalité dans laquelle ils sont. C'est ça la dynamique ignoble, atroce, dégueulasse, innommable. Franchement, j'ai pas de mots pour qualifier ce genre de crime. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas gratuit. C'est toujours dans une démarche religieuse, guerrière et militaire. Alors et ça existe pas qu'en islam, ça a existé, depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui s'affrontent entre eux, et t'en as certains qui vont choisir la méthode du terrorisme, voilà, pour effrayer l'ennemi. Donc, je sais pas si Ruyen, je t'ai parlé, nous, Ruyen et moi, on a beaucoup étudié les travaux anthropologiques de certains qui te parlent des cris, n'est-ce pas, d'où les you ou des tambours pendant la guerre, ou des maquillages. Donc, en fait, certaines armées se maquillaient de manière effrayante pour porter des masques, ou elles faisaient des musiques de guerre, des cris de guerre, des danses de guerre, donc pour effrayer l'ennemi. Bon, vous allez me dire, jusque-là, c'est pacifique, il n'y a pas de mort. Oui, là, c'est pacifique. Mais quand même, il y a une volonté de terroriser l'ennemi avant de le battre, de le déstabiliser. Donc là, c'est la même chose. Donc là, pour le coup, on s'attaque aux enfants, on s'attaque aux femmes enceintes, on s'attaque aux vieux, et cetera, aux civils tout court, voilà, pour effrayer l'ennemi, le Tarout, qui était le gouvernement algérien à cette époque. Et au et pour faire ça, qui est un ordre, c'est une ordonnance d'Allah, le fait de susciter de la peur dans le cœur de l'ennemi, hein, ils ont osé faire des choses que nul humain aurait imaginé possibles. Parce que je suis désolé, dans quel monde tu peux être sain d'esprit et t'imaginer faire ça? Ça, moi, je me réveille le matin, je ne peux pas penser à m'imaginer faire ça. C'est-à-dire que pour faire ça, il faut déjà être dans des couches d'obscurité psychologique très profondes. Des couches dont on ne réchappe pas. Il faut être dans les abysses. Dans les abysses. Oui, oui, il faut être honnête, mec. Non, Là, mais on a c'est atteint un vrai, stade c'est de vrai. barbarie, mec, C'est faux, d'une c'est violence. faux. De toute façon, mec, c'est simple. Peut-être qu'on était trop jeune pour la décennie noire, mais on est en train de voir, mec, la barbarie, hein, qui se passe au Oui, Bangladesh, mec. On est en train de voir les barbaries commises par les groupes terroristes, mec. On est à l'ère de l'information. Mec, il y a des gens, hein, des terroristes à la bac, qui te font des putains d'attaques terroristes filmées avec des GoPro en direct live, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? Et en plus, ce que les gens ne comprennent pas dans cette guerre asymétrique, parce qu'il faut être honnête, mec, c'est que ces images, elles sont choquantes.
ça choque les gens. C'est-à-dire qu'en réalité, mec, internet, c'est peut-être la faiblesse de l'islam, hein, mais aussi sa force. Pour ceux qui ont une vision belliqueuse de l'islam, qui sont dans une vision de conquête, mec. Parce qu'à travers les réseaux, alors heureusement, mec, qu'il y a des filets de sécurité, évidemment, tu vois? S'imagine s'il y avait pas les filets de sécurité. Je pense que de toute façon, au-delà même du terrorisme, les gens deviendraient dingues, de toute façon. Mais il y a quand même des images qui passent les mailles du filet, mec, hein? On avait vu aussi pendant la coupe du monde comment des hackers ont utilisé des hashtags de la coupe du monde, mec, pour remonter des images de Syrie, hein? Une abomination, mec. Donc, tu vois, des stratégies très, très sombres pour choquer les masses, pour laisser les gens dans un état de sidération. Faut être honnête. Exactement. On l'a vu dans le livre Gestion de la barbarie, d'où Oui, d'ailleurs dit: «Le but, c'est d'humilier et de choquer jusqu'à la sidération et la stagnation». Voilà. oui, d'ailleurs, je t'envoie le lien, là, on pourra lire le Oui, bien centre sûr. de recherche, le Centre français de recherche sur le renseignement, hein, toujours les sources, tu connais, mec, Oui, bien et on sûr. va lire l'analyse d'un expert sur le sujet, un ancien analyste au pôle terrorisme et radicalisation du renseignement pénitentiaire. Donc nous, mec, on n'est pas en train de lire des salades ou de raconter nos vies. On n'est pas là en train de raconter nos vies, mec. On est en train de te lire, hein, travaux de recherche, des bulletins de documentation, mec. Des gens qui sont des experts. On n'est pas là en train de raconter notre vie. Oui, de toute façon, on n'a pas le temps pour ça et ça ne vous intéresse pas, d'ailleurs. Alors, juste je finis avec la méthode AAR et puis on passe à autre chose. Alors, donc, oui, donc notre approche, elle est dite holistique. Parce qu'elle est pas réductionniste, l'approche, contrairement au réductionnisme qui, voilà, va se spécialiser dans un seul domaine. Nous, on prône plus, la pluridisciplinarité et la transversalité des approches, voilà, et des études. Et on considère que notre Oui, tu approche est la connais, hein. plus crédible pour, les sunnites dogmatiques et doctrinaires. Voilà, parce qu'un coraniste va peut-être être touché par les autres, niveaux, n'est-ce pas? Mais un sunnite, lui, non. Lui, le sunnite, il va te dire: «Le hadith tout seul, je le prends pas. Le Coran, la critique du Coran toute seule, je la prends pas. La sira, je la rejette. Voilà, la sira, je la rejette». Il va te dire ça comme ça, parce que Ibn Ishaq est un menteur. Tu vois? C'est ça le problème, en fait. C'est qu'à chaque fois, il y a beaucoup de parades. Donc la méthode doit être absolument complète, catégoriquement complète et entière. Sinon, il n'y a aucune chance de détruire ce système. Donc, maintenant, parlons des débats. Parce que tout à l'heure, on a parlé des débats et cetera. Nous, on considère que la probabilité même de proposition d'acceptation des débats des musulmans sunnites, elle suit la loi de Weeb. Voilà. Donc, on a pris le diagramme de la loi des probabilités pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, donc les chances d'acceptation ou de proposition de débat va augmenter avec le niveau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à 2,5, 2, même peut-être 1 ou voilà, on est dans de bonnes dispositions pour, débattre, mais dès qu'on se rapproche du niveau 5, là, plus personne ne veut débattre. Plus personne ne veut échanger avec nous et c'est ça le Ah, problème. ça dit: «Je vous prends quand vous voulez». Ça s'excite dans les commentaires, mais ça refuse de monter, alors qu'on Ah, était dans le débrief. C'est ça le ah, problème. c'est ça le problème. Alors mec, nous on a vu, hein, très, très peu de gens qui sont venus finalement. Mamar Metmati et Lams, et Lams mec, un adorateur de Von Reich qui ne comprend même pas ce qu'il débite. On lui a posé une question mec, il n'a pas su y répondre. Il a préféré s'exciter, nous dire qu'il allait nous réfuter sur nos positions qu'il ne connaît même pas. C'est incroyable. L'art de ne pas écouter mec, surtout de ne pas écouter les questions. Tout à fait, effectivement. En fait, le problème, c'est que celui qui n'écoute pas les questions ne peut pas comprendre les réponses. Et oui, c'est ça le souci. Mais bon, non, sinon dans les commentaires, vous focalisez pas sur, les autres dans le chat. Focalisez-vous plutôt sur le live. Voilà, honnêtement, vous prenez pas la tête entre vous, sincèrement. C'est pas utile. Ce qui est utile, c'est ce qu'on est en train de vous montrer sur l'écran. Donc le problème, c'est que nous, on voudrait débattre, on voudrait échanger. Et heureusement, on a pu faire quelques débats cette année. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'effectivement, en fonction de cette loi, que le plus l'approche tend à s'étoffer,
tend à se complexifier et plus le nombre de personnes voulant débattre diminue de manière drastique. Voilà, on a atteint le 0 de probabilité, en fait. Donc à partir de ce moment-là, on peut rien y faire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit baisser le niveau? Hein? Est-ce qu'on doit revenir, au niveau 1? Peut-être peut-être pour espérer avoir un débat, c'est ça? C'est ça le problème, mec. En Mmh. plus, tu as vu, souvent le problème, c'est que dans ces débats-là, on parle souvent de morale, mec. C'est ça le problème. On reste bloqué au Oui, niveau oui, 1. On oui, refuse de oui, oui. parler de Aqida. D'ailleurs, les seuls, c'est assez paradoxal, hein, parce que nous, on l'a vu, les seuls vraiment qui veulent parler de Aqida, ce sont les mecs belges. Belges, à Rabbak. Des mecs comme Abou Ryan, des convertis, mec. C'est vraiment, c'est vraiment la cerise sur le couscous, mec. Un converti Rabbak qui vient te rappeler les sujets essentiels, car vous êtes égaré, car vous ne comprenez rien au scénario, mec. Parce que c'est bien beau, mec, toute cette Zumba, hein. C'est bien beau, Oui, toute cette Zumba. Mais selon le dogme islamique, et surtout, c'est dans le sunnisme, et en réalité, mec, tous ces mecs-là, ils prennent ce hadith, hein. Il y a 73 sectes, effectivement. les gars. Et il y en a qu'une qui va aller au paradis. Donc réfléchissez. Alors bien sûr, il y a des sunnites qui extrapolent et qui nous expliquent en fait, du moment que tu fais la shahada, tu vas cramer un petit bout en enfer, mec, hein, pour avoir l'absolution de tes péchés. Mais si tu es musulman, in fine, tu iras au Ce paradis. n'est pas ce Ah, que dit le hadith et ce n'est pas ce que dit le hadith. Dans le hadith, on te dit que ah, les autres sectes ne sont pas dans l'islam. C'est ça le problème, en fait. C'est ah. parce que, en fait, le hadith, quand tu le relis au Coran, qu'est-ce que ça dit? Dans le ça dit qu'en fait, ceux qui partent en enfer, hein, en mécru. C'est ça le problème, en fait. Donc Ya comment tu peux en même temps partir en Rabbak. enfer, en même temps ne pas mécroire? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah. Les gars, sérieusement, sérieusement. Donc s'ils ne sont pas partis en enfer pour, leurs péchés, donc forcément ils sont partis en enfer pour leur mécréance. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une mécréance, mec, moindre que d'autres mécréances. On peut mécroire, mais pas trop. C'est ça, c'est de la folie. La mécréance, c'est la mécréance. Si tu n'adhères pas au bon dogme, ben, tu es dans le mauvais dogme. C'est-à-dire quoi? C'est que le chrétien, lui, il a un peu trop mécru. Par contre, le hazamite, il a pas trop mécru. Lui, ça va, il est un peu dans le giron. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont théorisé une doctrine du giron qui n'a aucun sens d'un point de vue dogmatique. Voilà, qui n'a pas d'un point de vue des textes, que ce soit les hadiths, que ce soit les paroles de compagnons, les paroles même des tabi'i, que ce soit le Coran lui-même, que ce soit le consensus des savants sur l'enfer. Personne n'a parlé de giron en Oui, histoire. oui. Il y a la bonne foi et la mauvaise foi. Les chrétiens, les juifs sont égarés, Dieu il est en colère contre eux et tous ceux qui n'ont pas suivi la doctrine de Mohammed, eh ben, sont dans la merde. Donc, mec, les Jabari, les Qadari, toutes les sectes, les Mourji, eux, hein, ils sont dans la voie de l'égarement. Et ils ne finiront pas Ah, au paradis. Je suis et mec, désolé. qu'est-ce que le hadith il te dit? Tout égarement est dans l'enfer. Exactement. Exactement. Ah, et d'ailleurs, Et il y a je aucun vais hadith répéter. aussi qui parle il y a aucun hadith qui parle d'enfer temporaire pour les gens qui ont une mauvaise Oui, aqidah. oui. Je sais pas qui l'ont sorti, je sais pas d'où ils l'ont sorti ce truc, mec. D'où ça existe un hadith temporaire, un enfer temporaire Oui, pour la mauvaise aqidah? Ça n'existe pas, mec, ça n'existe pas. oui, je sais pas. En tout cas, mec, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de dribbles et il y a Nature qui a dit, oui, mais les débats, les débats, ils se passent plus sur TikTok. Évidemment qu'ils se passent sur TikTok puisqu'on ne peut pas afficher les, les sources, les gars. Ça leur permet de dribbler. Je suis tombé dans le piège en train de répéter en boucle, hein. Le disque, il est rayé, mec. Et lorsqu'ils te disent sors ta source, ben viens nous demander sors ta source. T'inquiète pas qu'on va te l'afficher, mec. T'inquiète pas qu'on va te Ah. l'afficher. Et tu vas pas nous dire sors ta source parce qu'on va la sortir avant que tu nous poses la question. C'est qu'ils ont pas compris, mec. Et tu vois, c'est en fait, je sais pas, on nous parle de TikTok, ceci, cela. Moi, quand je regarde les lives et des gens qui filment avec leur téléphone, je suis désolé les frères, on n'a pas critiqué Mamar Mati ou Dinoul Qayyim parce qu'il faisait des vidéos avec son téléphone, vidéos dégueulasses, mec, on n'arrivait même pas à lire, hein, pour reproduire les mêmes erreurs. C'est de la folie, mec. C'est de la folie. Oui, oui, c'est vraiment risible. Pourquoi? C'est pathétique même. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas faire du show pour du show. Voilà, nous, par exemple, là, on rigole certes entre nous, c'est la bonne ambiance, mais on n'est pas dans le showtime, voilà. Nous, on veut pas faire du drama comme ça stupide.
Voilà, comme certains se languissent des dramas, nous, on est dans la dénonciation et dans la critique et on est sans compromission. Vraiment, on est sans compromission. Si tu fais de la merde, on te le dira. On te le dira droit dans la gueule, avec preuve à l'appui et si tu ne Et veux si pas tu n'es venir, et si on t'affichera quand même la preuve. C'est ça le voilà, problème. exactement. Voilà. Et si tu n'es pas content, tu n'as qu'à venir débattre, mec. On l'a Et si toujours tu es dit. pas content, viens. Tu viens Voilà, et tu exactement. dis en quoi, c'est faux ce qu'on est en train de d'affirmer, tout simplement. Tout Maintenant, on va pas simplement. هذا ما commencer كان. au nom de je ne sais quoi, commencer à fermer notre gueule. Comme a dit Harry Ah, Younes: «Nous ne nous tairons pas, nous ne nous tairons pas». ah. C'est bon, allez, il y en a marre, on s'est déjà trop tu. Je me suis déjà trop tu. Alors, là, j'ai vous allez me dire: «Régulus, pourquoi tu nous affiches l'image d'un fruit?» Je vous explique pourquoi j'affiche l'image du fruit. J'aurais pu vous afficher aussi l'image de l'iceberg, mais voilà, comprenez que c'est vraiment symbolique. Donc il y a l'image bien sûr de la graine qui est au milieu, donc qui est la littéralement le noyau, donc ce qui est le plus difficile à atteindre dans un fruit et ensuite tu as le reste, voilà. Donc tu as le péricarpe, donc c'est les membranes qui vont protéger justement la graine. Donc le péricarpe est composé de quoi? L'épicarpe, le mésocarpe, voilà, constitue la chair du fruit et l'endocarpe, voilà. Et après si on rentre dans les détails, même dans l'épicarpe, il y a des sous, couches, mais bon là, c'est encore autre chose. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Après tu as la graine avec bien sûr le tégument, l'albumène et l'embryon, voilà, qui vont servir à, permettre d'obtenir d'autres arbres, une fois replantés dans le sol. Et avec toutes les sources nutritives nécessaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut imager la chose, des niveaux de la même manière. C'est-à-dire que l'épicarpe, c'est le niveau 1, ensuite dans le mésocarpe, il y a le niveau 2, 3, 4 et après dans la au pour atteindre la graine, il faut le niveau 5 et c'est ça le souci, c'est que pour l'instant, si on en reste au niveau 1, 2 ou 3, on n'arrivera pas à atteindre la graine. On sera loin de la graine et nous, pour Peut-être détruire le système, on a besoin d'atteindre cette putain de graine. peut-être qu'on peut montrer aussi, On va le montrer, l'image de Samuel Dib on va avec le les montrer, branches et ah oui, excellent. on va la montrer, elle est préparée Comme ça, on et va comprendre pourquoi nous avons fait cette classification pour comprendre, hein, parce que nous, on sait bien sûr, tout ça, ça sort pas du chapeau, mec, hein. On a réfléchi et on s'est basé sur ce que Sami Hadjib son travail. Donc nous, on a vu que voilà, il nous a expliqué que souvent, pourquoi ce système, hein, il continue à subsister, parce que c'est comme le bambou. Si tu coupes les branches, mec, il va repousser. Il faut enlever les salut racines. exactement, salut, donc Rassoul, salut la réponse aussi. Salut frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends très bien soin de toi, ta santé et courage, à toi. On te soutient très fort, très, très, très fort. Et j'espère que tu as rigolé un peu, parce qu'on essaie, voilà, je sais que mon rire, te fait plaisir, te fait du bien, donc tant mieux pour toi et salut à toi Vivi, j'ai parlé de toi juste tout à l'heure. Alors, je poursuis. Donc voilà, ça c'est le Charles Alors, Samuel qui a montré ça. oui, Vas-y, si on va en parler, donc, vas-y. ouais, donc tu as vu, il a fait ce petit graphique, hein, où il nous représente le système islamique, le système que justement, hein, nous on essaye de dénoncer, Airpac, pour que les gens ils comprennent tout ça vient. Et donc on voit qu'il y a 2 parties, mec, une partie supérieure, une partie inférieure. Donc la partie supérieure censée représenter les branches, hein, et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit, mec, la plupart, hein, des problèmes qu'on connaît, des critiques, mec, qui restent finalement, voilà, au-dessus du niveau terrestre, mec, tout simplement. Donc on voit que, par exemple, si tu attaques l'attestation de la foi, le pèlerinage, le jeûne, l'aumône, la prière, la famille, les successions, les contrats, les sanctions, le pouvoir, la guerre, tout ça, même la guerre, tu imagines? Si tu attaques, Mmh. les questions du djihad, mec, tu es même pas en train de critiquer les fondements de l'islam, ya rabbak. Est-ce que tu t'imagines? Est-ce Oui, que oui, tu oui. t'imagines? Tu parles du pouvoir, hein, du califat, tu n'es même pas dans les branches. Tu parles de l'aumône, de la prière, c'est pareil, mec. Alors, il faut aller dans les racines, mec. Les racines, c'est quoi? C'est qui fait la loi? Où se trouve-t-elle? Ben oui, où est-ce qu'elle se trouve, mec? Où et quand l'appliquer?
comment l'interpréter et quel est son but. Les C'est maqasid de ça la sharia. question. Ah! Un truc Et donc dont là, on qu'est-ce a qu'on parlé. voit? Exactement, exactement. Et donc là, qu'est-ce qu'on bien sûr, parce que nous, on a parlé des racines évidemment, mais qu'on n'est pas là en train de perdre notre temps, hein. On n'est pas en train de faire de la branlette intellectuelle, faut être honnête. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a la coutume et la bac. La coutume, très important. Les lois révélées d'autrui. Le Coran, la Sunna, l'effort, l'ijtihad et le consensus. No ijma, on ijma. Ah. D'ailleurs, il faudra qu'on se mate la vidéo de Sami Adib sur le sujet. Très intéressant, mec. Ah oui, Rassou, tu veux monter vite fait, viens, hein, parce que j'ai pas vu ton message, désolé, attends 2 secondes, j'envoie le lien. Envoie le lien. 2 secondes, tu veux monter rapidement, intervenir sur tout ça et tout, il n'y a pas de souci. On veut bien avoir ton avis. Attends, voilà, Rassoul, tac, tac, voilà. Donc, tu m'as dit quoi, Amel? Non, je disais que il y avait le consensus et que Sami Adib avait fait tout un cours dessus qui serait intéressant de visionner. Oui, oui, oui. Écoute, de toute façon, nous, on reprendra toutes les racines une par une. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça le problème. Ces soirées primées entre Gus qui pris quand on pense Ah là là, effectivement, on peut dire ça comme ça, soirée agriculture. Mais sinon, pour revenir sur les racines qu'on est en train de présenter, nous, on a parlé de quoi? On a parlé du urf, on a parlé de l'importance du urf en islam, on va en reparler. On a parlé aussi du Coran, mais pas juste du Coran de manière oukashienne. Ça veut dire, tu compares des versets entre eux et tu dis qu'il y a une contradiction. Ça, c'est très bien, mais c'est pas ça dont on parle ici. Attends, juste, je rajoute Rasoul, tac, tac, tac. Nous, on parle du Coran dans la manière dont il est utilisé dans le fiqh, dans la manière dont il a été structuré, rassemblé, canonisé, authentifié. Ensuite, la sunna, c'est pas juste parler des hadiths dans l'absolu, c'est parler de comment les hadiths ont été authentifiés, dont les hadiths ont été expliqués par la suite. L'ijtihad, c'est comment les savants, à partir de toutes ces sources, ont élaboré les lois. Voilà. Et les lois révélées d'autrui. Comment on s'est inspiré des textes chrétiens et juifs pour élaborer la loi islamique. Ça aussi, il faut en parler. Vas-y, Rassoul, tu veux dire quelque chose? Je t'en prie. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut. Justement, c'est très important ce que tu disais, c'est de maîtriser le christianisme pour essayer de parler de l'islam, parce que ça, c'est un fait, c'est que l'islam connaît pas forcément des origines, mais des emprunts, des mauvais emprunts, enfin en tout cas des emprunts, ça c'est sûr, du christianisme, même de certaines sectes du christianisme, des débuts du christianisme, donc du 1er et 2e siècle. Donc si déjà on fait l'impasse sur ça, on ne peut pas comprendre l'entièreté de l'islam. C'est pour ça que Sami El-Dib, lui, son approche est vraiment une approche islamique. Et cette approche-là, la fameuse RRR, en fin de compte, il ne faut pas se le cacher, c'est l'approche universitaire. C'est regarder quel lien il y a avec le texte, comment ça s'est appliqué, comment les gens le comprennent, et aujourd'hui, dans la société, comment c'est appliqué. C'est tout. Effectivement. Et toi, tu penses que, enfin, selon toi, en quoi la méthode RR est plus aboutie pour vraiment déconstruire non, non pas seulement le dogme islamique, mais tout le système religieux politique islamique, contrairement aux autres approches qui coexistent avec la nôtre? Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu fais une comparaison? Bah, si, par exemple, pour le cas de Aïcha, dont certains aiment beaucoup à parler, Oui. dire que Aïcha avait 6 ans ou 9 ans pour le mariage, etc. Bon, ben ça, si on prend par exemple les premières étapes, bah, on connaît ces textes-là et on est forcément contre. Par contre, avec une approche un peu plus universitaire, donc l'approche que vous mettez en RRR, montre comment on est arrivé à l'âge de 5 ans. Parce qu'en fait, dans le Coran, c'est très difficile parce que dans le Coran, on n'a pas cette approche-là, un âge précis. Et pourquoi dans le hadith, on va avoir un âge? Et regarder les commentaires, voir que tout le monde, au final, n'a pas été d'accord au premier temps de l'islam, qu'il y a eu
des confrontations au début sur ça, et qu'après, bon, il y a eu un consensus qui s'est fait pour l'âge d'Aïcha. Nous, avec cette approche-là, on peut comprendre comment ça a été développé et donc, du coup, comment on pourrait essayer de l'interdire. Et ça nous montre aussi, et ça, c'est l'envers du décor, qu'on ne peut pas être contre le fait qu'une personne, même si c'est un ami, se marie avec quelqu'un qui a 9 ans. Donc, en fait, notre approche, elle permet vraiment de comprendre le système globalisant et en plus de comprendre les personnes qui ne sont pas concernées par la problématique. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, moi, c'est bon. Ok. Ruyen, la vidéo sur le consensus, elle dure 1 heure. Vaut mieux qu'on se la laisse pour. Non, j'ai pas dit, mais non, pas aujourd'hui, Ah, t'es ok, fou, ok, quoi. ok. Ah, mais Ok, non, ok. sinon on est Ok, ça foutu va. là. Oui, oui. Donc là, on regardera la vidéo du professeur Sami Eldib sur le consensus. De toute façon, on reviendra sur chacune des racines. Sachez-le, c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis assez au clair pour certains. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus récemment, donc parce qu'ils n'ont pas eu accès au live précédent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Nous, notre but, c'est d'informer le maximum de gens. Et si pour ça, faut refaire des lives, peut-être de manière un peu différente, parce qu'à chaque fois, on améliore voilà, notre façon de raconter, d'expliquer, d'expliciter voilà, les différentes les différentes notions et concepts islamiques, notamment celle du consensus, celle du urf, celle des lois révélées subsidiaires à côté, donc celle des rabbins, donc pour les juifs, et celle des canoniciens chrétiens dans la religion catholique notamment, enfin dans la branche catholique. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, et tout le reste, je ne vais pas citer les autres racines, mais vous avez compris, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est l'importance de comprendre l'histoire de l'élaboration de la théorie juridique islamique. Et Ruyen, on va reparler du madhab à son dire. Je suis désolé, mais il est temps d'en reparler. Il est temps d'en reparler. Oui, oui, Parce qu'à un oui, moment parce que donné, ce que les gens vas-y. ne comprennent pas, hein, et d'ailleurs, en fait, c'est ça le problème, mec, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai entendu, très marrant, hein, qui ne comprennent pas, en tout cas, qu'on peut être musulman et faire une critique, hein, du dit sunnisme. Comme par exemple un certain Ahmed Madi, avec qui on a débattu, hein, et qui lui, justement, on est d'ailleurs lui aussi à une certaine approche RRR, même si bien insuffisante, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il expose des textes, mec. Même si, comme on a vu dans certaines vidéos, il surligne les passages qui l'intéressent et d'autres, il les délaisse. Mais bon, on est là pour rattraper le coup, il n'y a pas de souci. Toujours le backup, mec. Mais en tout cas, lui, il te dit que le consensus, par exemple, a été obtenu par la guerre, mec, par le sang. Madhab Hassan Dinar, je pense qu'il en a parlé aussi. Donc, tu vois, comme quoi on peut faire une critique du sunnisme, comme William d'ailleurs, ce qu'il a fait, hein, une critique du sunnisme en étant musulman, parce que lui, tout simplement, n'adoptait pas la même vision, la même approche, parce que le sunnisme, c'est une approche qui suppose beaucoup d'actions.